Allons-y, je vous laisse procéder. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis très contente d'être là. En fait, c'était pas prévu, mais Pascal Gillard, donc notre éminent président de la mission locale, a un empêchement et il m'a demandé donc d'introduire la conférence qui a eu lieu ce jour, chose ben, à laquelle je réponds avec beaucoup de joie parce que ça me permet en effet de souhaiter un très bel anniversaire à tous les représentants de la mission locale. 30 ans, c'est pas rien. Ce sont des milliers et des milliers d'heures d'accompagnement, de travail de l'ombre, et ça me donne l'occasion de vraiment vous saluer et saluer la qualité de votre travail et aussi de peut-être de dire merci aussi au nom des jeunes. Bon, moi, je suis plus partie de cette jeunesse, mais enfin, bon, en qualité finalement de vice-présidente de la jeunesse à, à la communauté d'agglomération de Saintes, mais écoutez, ça me permet de vous saluer et de vous souhaiter de nous souhaiter à tous un très bon anniversaire. Voilà. Deuxième chose, donc nous allons réaccueillir Monsieur Thierry. Alors là, je suis encore très heureuse de le présenter parce que je ne sais pas, je pense que nous étions quelques-uns à avoir assisté à la précédente conférence qui a eu lieu au lycée Bellevue. Et Monsieur Thierry, on s'était régalé. Alors moi, je ne vais pas vous faire promettre quelque chose, mais d'abord, vous dire que ce monsieur est non moins éminent, parce que je présente Pascal Gillard comme l'éminent président de la mission locale, mais monsieur Tiberi est non moins un éminent sociologue, professeur à Sciences Po à Bordeaux. Mais, donc voilà, je ne vais pas lui faire promettre quelque chose. En revanche, j'ai entendu dire que peut-être il serait là pour une séance de dédicace à Saintes. Et j'avoue que ça m'intéresserait bien, voilà, de faire dédicacer quelques livres par Monsieur Thierry. Voilà. Aujourd'hui, donc, dans le cadre de cet anniversaire, la conférence va s'articuler autour, non pas des jeunesses désenchantées, Monsieur Thierry, mais des jeunesses et la politique. Voilà. Je vous laisse la parole et je vous remercie beaucoup pour par anticipation, pour cette conférence. Merci beaucoup, monsieur. Donc, je tenais d'abord à remercier effectivement chéri Adonis pour son insistance à, à ce qu'on ait à ce qu'on ait ce moment. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être là cette fois-ci parce que l'emploi du temps est un petit peu compliqué. Promis, effectivement, plusieurs personnes essayent de me faire venir à Saintes pour cette séance de dédicace. On verra comment on peut gérer les choses, mais j'ai bien entendu le message. Donc, je vous propose, j'ai comme d'habitude prévu un PowerPoint parce que je me sens plus à l'aise avec les PowerPoints. Ça me permet surtout de vous raconter des choses et surtout quand je raconte des choses, de vous dire pourquoi je l'ai dit et surtout avec quelles données je travaille. Comme ça vous permet aussi de vous faire votre propre idée sur ce que je souhaite vous raconter. Et notamment, ce que je vais essayer de vous raconter, c'est que l'angle de la jeunesse est un angle important, hein, effectivement. Il faut s'intéresser aux jeunes qui arrivent aujourd'hui, mais il faut aussi interroger ceux qui étaient là hier et avant-hier. À un moment, j'ai été jeune, vous avez été jeune, et ça nous raconte des choses importantes, mais surtout, à travers ce prisme, en fait, ça interroge aussi beaucoup de nos équilibres politiques. Et donc, en fait, à travers l'idée de jeunesse et rapport à la politique, mais on se rend compte que derrière, ça interroge sur qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui être citoyen, qu'est-ce que c'est que la politique, qu'est-ce que c'est qu'être engagé. Et on va se rendre compte que finalement, peut-être que les jeunes sont, eux, au rendez-vous, mais peut-être que c'est la politique, elle, qui est en retard et qui a du mal à comprendre un certain nombre de choses. Donc, je vais commencer très vite par rappeler qu'on vit dans une conception de la jeunesse qui reste très inquiète, très déplorative. C'est-à-dire on regarde les jeunes avec commisération, on les regarde un peu d'en haut et on pense que très souvent, ils n'ont pas
ils ne sont pas ceux qu'on souhaiterait qu'ils soient. Et donc, il faut aussi quand même bien avoir en tête que cette vision de la jeunesse, elle n'est pas nouvelle en fait, hein, elle est récurrente. C'est-à-dire que, il fut un temps, on s'inquiétait des blousons noirs. Bon, ben, c'est vrai, écoutez, Johnny Hallyday dans les années 60, c'était un signe de rébellion. Mais on a entendu aussi parler des Apaches au début du XXe siècle. Et encore aujourd'hui, effectivement, quand on parle de la jeunesse, il nous arrive de parler de la jeunesse comme étant une jeunesse violente. On met en avant les rixes entre bandes, mais c'est pas des phénomènes nouveaux. Et la sociologie de la jeunesse nous raconte effectivement que ces manières d'être, ces techniques, elles existaient déjà avant. Et puis, elles ne sont pas typiquement françaises, en fait, hein. James Dean, c'est c'est américain et ça renvoie aussi à des manières de voir la jeunesse. Alors, naturellement, on se dirait très souvent, si on continue dans le discours un peu négatif à l'endroit des jeunes, que bon, bah, regardez, ils s'abstiennent. Regardez, ils n'ont pas confiance dans les responsables politiques. Regardez, il y en a marre de cette petite musique de la désobéissance civile. C'est ce que nous racontait jusqu'à encore récemment ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Et effectivement, ben, sans doute que la jeunesse, elle est un peu remuante, et notamment la jeunesse engagée. Et elles s'engagent, certains vont aller, se coller la main sur des routes, certains vont faire des occupations, certains vont interpeller, les pouvoirs publics, et donc ça fait du bruit. Heu, et puis, on se rend compte que dans les craintes autour de la jeunesse, il y a une volonté quelque part de les encadrer. Et on peut s'interroger sur, est-ce que le SNU, de ce point de vue-là, le service national universel, est la bonne manière de faire que les jeunes s'engageraient? On sait que l'engagement, des jeunes, il attend pas ces stages-là. C'est-à-dire qu'on les retrouve dans un nombre impressionnant d'associations. S'il n'y avait pas des jeunes, est-ce qu'on serait capable d'organiser les entraînements des clubs de foot, les encadrements des petits? Est-ce qu'on serait capable effectivement, d'organiser les distributions de colis alimentaires quand on travaille au Resto du Cœur, et cetera, et cetera? Donc, peut-être que cette jeunesse, elle est remuante, mais cette jeunesse, elle prend sa part. Et puis surtout, à force de vouloir que la jeunesse s'engage, oui, et que d'une certaine manière, on a tendance à oublier que, mais, et les autres? Et nous, les adultes? Est-ce que nous nous engageons? Est-ce qu'on est effectivement irréprochable du point de vue de nos comportements citoyens, de notre projection dans le collectif, de notre capacité à effectivement se mobiliser pour les autres, et cetera, et cetera. Et puis naturellement, quand on dit la jeunesse, on a tendance, si ça marche pas, vous me le dites, n'hésitez pas à m'envoyer des messages ou à prendre la parole, hein. Si on parle de la jeunesse, mais on sait que, alors Bourdieu le disait déjà il y a très longtemps, ce n'est qu'un mot, et surtout il faudrait le conjuguer au pluriel. C'est-à-dire qu'il y a des jeunesses. Et il y a des jeunesses dont le sort peut être, et la situation peut être très différente selon qu'on la caractérise par ses quartiers ou ses lieux d'habitation, selon qu'on la caractérise par la classe sociale ou la famille d'origine, selon qu'on la caractérise par les études, selon qu'on la caractérise par les emplois. Et on se rend compte effectivement qu'il est nécessaire, et encore plus nécessaire aujourd'hui, de réfléchir en ne pensant pas que la jeunesse, c'est un tout homogène et qu'on pourrait avoir un instrument qui marche pour tout le monde, tous les jeunes, à tous les moments. Ce d'autant plus que les jeunesses sont elles-mêmes confrontées à des situations qui évoluent. D'abord, on sait, et c'est notamment les travaux d'Olivier Galland et de Cécile Van de Velde, hein, deux spécialistes de la sociologie des jeunesses, que la jeunesse ou la période qui est associée à la jeunesse s'allonge. Notamment, il fut un temps, effectivement, il y avait quasiment pas d'adolescence, hein. On passait directement du temps de l'enfance au temps du travail. Aujourd'hui, la transition vers le monde du travail, vers les statuts qui pourraient être associés au fait d'être adulte, se sont considérablement étendus, et notamment parce que le monde du travail n'est plus le même. Alors, on sait désormais que l'obtention d'un CDI, ça prend du temps. L'insertion sur le marché du travail, y compris pour des jeunes qui ont fait des études, ça se fait avec des hauts et des bas, des retours en arrière, des ruptures. Et donc, ça doit toujours nous interroger, hein. En gros,
Il fut un temps, à 18 ans, on pouvait considérer que ça y est, on était adulte. Et bien, on se rend compte que d'un point de vue de l'autonomie, d'un point de vue de la capacité à désormais gagner suffisamment sa vie pour obtenir son propre logement, décohabiter avec les parents, se mettre en couple, avoir des enfants, etc., ça peut s'étendre jusqu'à 30 ans, voire au-delà. On se retrouve aussi avec des situations particulières, y compris socialement parlant, et ça se voit par exemple dans cette partie de la jeunesse qu'on voit, alors plutôt dans les grandes villes, mais aussi, hein, je pense à Saintes, les BTS, l'école d'infirmière, etc. Euh, bon, la jeunesse étudiante, c'est effectivement aujourd'hui encore la majeure partie de la jeunesse, c'est-à-dire qu'on est quand même face à des générations qui, à 80% d'entre elles, vont avoir le bac, à 50%, pour 50% de leurs membres vont fréquenter le supérieur, mais les jeunesses étudiantes ne sont plus les jeunesses étudiantes dont on a encore l'image de cette ère un petit peu joyeuse, où on pouvait aller dans les cafés, on pouvait refaire la vie, refaire le monde, etc., etc. Ça existe encore, hein. Il y a effectivement des étudiants qui, grâce à leurs origines sociales, peuvent avoir ce genre de moment, peuvent en profiter pour voyager, découvrir, partir en Erasmus, etc. Mais on a aussi de plus en plus une jeunesse étudiante qui est touchée de plein fouet par la précarité du monde étudiant et par la précarité du monde en général. C'est ce que montre notamment mon collègue Camille Penny, hein. Les enfants d'ouvriers, d'employés, de classes populaires qui sont en train de faire des études aujourd'hui n'ont vraiment pas la vie la plus simple du monde, au contraire. Et donc, il faut bien avoir en tête que, notamment quand il s'agit de la précarité à l'alimentation, face au logement, etc., mais c'est plus le plus bel âge de la vie, très, très clairement. Il y a naturellement des jeunesses qu'on a tendance également à oublier, hein, et c'est notamment les jeunesses des quartiers, mais aussi des territoires ruraux et périurbains. Et là, clairement, à Saintes et à Saint-Jean-de-Majesty, vous les maîtrisez et vous les connaissez beaucoup mieux et largement mieux que moi. Mais très souvent, trop souvent, on les laisse de côté parce qu'elles ne font pas partie du scope, elles ne font pas partie de nos prénotions, de notre manière de réfléchir aux jeunesses. Or, on sait aujourd'hui, particulièrement avec plusieurs travaux qui ont été frappants, hein, notamment la jeunesse du rural, ou les jeunesses du rural, que la question de l'espace, la question de l'autonomie, notamment la capacité à obtenir son permis, la capacité à pouvoir bouger, est un enjeu particulièrement important pour ces jeunesses et moins pour les jeunesses des grandes villes, que ces questions de territoires périurbains, de territoires ruraux, ça pose aussi des questions en termes de genre. On se rend compte, par exemple, que les jeunes femmes se retrouvent dans des situations où ces territoires ne leur conviennent pas, d'abord parce que ça leur permet pas complètement d'être autonomes, et ensuite parce que du coup, elles risquent de partir faire des études, et quand elles font des études, elles ne retrouvent pas nécessairement les emplois qui leur permettraient de revenir dans ces territoires. Elles partent ailleurs, et ça crée des vrais clivages au sein de ces générations et parmi ces jeunes. Et puis, il faut pas oublier également que territoires ruraux, territoires périurbains, ce ne sont pas des territoires vides en termes associatifs, en termes de structure, notamment les missions locales, mais il n'empêche qu'on sait qu'il est extrêmement dur de repérer ces jeunes, de les aider, de les accompagner et de les emmener plus loin. Et puis naturellement, mais c'est des choses qu'on a tendance à oublier, mais pourtant ça pose de vraies questions, notamment en termes de santé mentale, notamment en termes de pensée suicidaire, notamment en termes effectivement, de dépression et de troubles. On sait que le Covid, hein, les moments qui ont frappé ces jeunesses en 2021 et 2022, peuvent encore aujourd'hui avoir de sacrés effets, notamment sur leur développement, leur capacité à lier connaissances, leur réseau, etc. Et donc, tout ça, ça fait partie des choses qu'on doit avoir en tête quand on parle des jeunesses aujourd'hui. Et puis, quand on réfléchit à jeunesse et rapport à la politique, très souvent, on pense que jeunesse va se passer. C'est-à-dire que on pense effectivement que s'il y a moins de participation, s'il y a plus de défiance, il y a plus d'utilisation d'actions qu'on pourrait considérer comme dangereuses, qu'on pourrait considérer comme protestataires, voire même à la limite de la légalité, beaucoup vont se dire: «Ouais, bon, mais ça va passer tout ça. C'est un défaut d'intégration,
et les choses vont aller mieux une fois qu'ils auront pris un peu de plomb dans la tête, une fois qu'ils seront en couple, qu'ils auront des enfants, qu'ils auront un emploi, qu'ils auront un prêt avec la banque, tout ça, tout ça. Mais en fait, il y a peut-être effectivement des questions de cycle de vie, mais aujourd'hui, en fait, on se rend compte que c'est des histoires de génération. Et donc, ce qui est en train de se passer avec cette jeunesse peut très bien continuer à exister avec, une fois que les individus premiers concernés vont avoir 30 ans, puis 40 ans, puis 50 ans. Et en fait, derrière, peut-être que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, notamment, et qu'on peut saisir par le prisme de la jeunesse, c'est les transformations de la société et les transformations du rapport à la politique qui, de fait, vont considérablement transformer la manière dont on fait collectif, la manière dont on gère les affaires publiques, la manière dont le rôle des élus doit être redéfini ou pas. Et c'est pas rien, en fait. Et c'est d'autant plus vrai que dans la société française dans laquelle on vit, encore aujourd'hui, les personnes nées lors du baby-boom continuent quelque part un petit peu à dicter à dicter le tempo, notamment parce que on a un nombre conséquent de figures politiques, de figures intellectuelles qui viennent de ces générations, nées dans les années 40, 50, et qui continuent à être très présentes, notamment dans les débats, et notamment dans le monde culturel, dans le monde économique, dans le monde politique. Et j'en veux pour preuve, typiquement, ben, la mort d'Alain Delon. Alain Delon, c'est effectivement une partie de la jeunesse du baby-boom qui voit une de ses figures partir. Et pourtant, ben, Alain Delon, ce n'est qu'un des acteurs disponibles, ce n'est une des figures, et que derrière, il y a d'autres cultures qui ont émergé, qu'on voit moins ou qu'on distingue moins, notamment peut-être parce que ça passe par d'autres canaux de transmission, par d'autres moyens de se faire entendre. Mais pourtant, derrière, eh ben, il y a une société des post-baby boomers, c'est-à-dire des enfants de boomers. Il y a une société des petits-enfants des boomers, les millennials, et elles portent des valeurs, elles portent des conceptions, notamment en termes de genre, en termes de rapport à la sexualité, de rapport à l'environnement et au dérèglement climatique, de rapport à l'immigration, à la diversité, et qu'on entend moins, qu'on n'entend pas assez, parce qu'effectivement, il y a encore eh ben, des différences de traitement des générations par en haut. Et juste, c'est un point que je pense ne pas pouvoir aborder par la suite, mais on ne va pas hésiter. Et la bonne nouvelle, c'est que quelque part, eh ben, les petits-enfants, ils pèsent sur les valeurs et les préoccupations des parents, et ils pèsent sur les valeurs, des préoccupations des grands-parents. Et donc, de ce point de vue-là, ben, il se passe des choses, mais on les voit pas, parce que effectivement, c'est des choses qui se passent dans le huis clos des familles, dans le huis clos des débats à table. Et parfois, c'est compliqué, parfois, ça se passe pas bien. Et puis parfois, en fait, ça fait changer les gens, y compris vers du mieux, vers plus d'acceptation, et c'est une bonne nouvelle. Et ce que je vais essayer de vous raconter, c'est que, en fait, derrière tout ça, il se joue aussi une remise en cause de la manière dont on fait démocratie, et notamment la manière dont on fait démocratie avec une vie politique nationale centrée sur des institutions nationales, centrée sur le président, centrée sur le gouvernement, centrée sur le Parlement, centrée sur les partis, et que cette manière de faire politique, eh bien, elle est percutée de plein fouet, notamment par les générations qui arrivent, mais aussi des générations qui ont déjà pris place en politique. Et donc derrière, effectivement, il va vraisemblablement falloir qu'on bouge collectivement, qu'on fasse politique différemment, parce que ce qui est en train d'arriver en termes de citoyenneté peut avoir des sacrées conséquences. Voilà. Et donc, je vais essayer de vous raconter ça dans trois moments particuliers, hein. Je vais avoir trois points. Je vais vous raconter effectivement le rapport à la politique, notamment des jeunesses, en vous disant attention, c'est le rapport à une certaine politique. Et donc, ça va nous obliger à chercher ailleurs, à ouvrir un peu nos chakras, à se rendre compte que quand on parle politique, eh bien, ça peut toucher le comité des fêtes de Saint-Jean ou de Sainte. Je vous raconterai également ce qui se passe sur les évolutions en termes de participation politique. Et puis, je vous parlerai effectivement de ce que ça produit, notamment en termes de vote, et notamment en termes d'équilibre politique. Et juste pour que vous ayez conscience de ce qui est en train de se passer, parce que ça fait vraiment partie des choses qui m'importent, voilà un très joli graphique qui rend compte
de 1973 jusqu'à 2021, pardon, de la composition en termes de génération de l'électorat français. Et juste pour qu'on se rende compte, ben, les générations du baby-boom, c'est celles qui sont nées dans les années 40-50. Et effectivement, quand elles arrivent sur la scène politique française, quand elles obtiennent le droit de vote, certes à l'époque c'était à 21 ans, ça change en 74, ça passe à 18, mais très clairement, l'histoire c'est les boomers contre les générations nées avant-guerre, et on sait que quelque part l'arrivée des boomers a changé les choses, notamment grâce à mai 68, notamment grâce à la libération sexuelle, notamment grâce au mouvement féministe, et mine de rien, ça a changé la donne politique. Désormais, les générations du baby-boom, elles sont là. Il reste encore quelques personnes nées avant la Seconde Guerre mondiale, mais aujourd'hui, la société française, elle compte notamment beaucoup de post-baby boomers nés dans les années 60 et 70, et de ceux que j'appelle les millennials, c'est-à-dire des gens qui ont atteint l'âge adulte en l'an 2000 ou après, et qui, de fait, commencent à prendre pied en politique, et clairement, leur histoire n'est pas celle des boomers, n'est pas celle des baby boomers, et nous racontent des choses, et vraisemblablement, vous allez voir qu'ils ont un rapport à la politique bien particulier. Un autre phénomène qui me paraît extrêmement important d'avoir en tête quand on réfléchit en termes d'années de naissance, c'est de se rendre compte, euh, c'est de se rendre compte que on a changé de monde, notamment en termes de niveau de diplôme. Et c'est pas juste une vision élitiste des choses, hein, qui voudrait que seuls les diplômés du supérieur ont quelque chose à dire. Non, non. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est aujourd'hui dans une situation où plus une génération arrive, hein, dès lors qu'on passe des gens nés en 1940 et avant, ceux qui sont nés dans les années 40, puis les années 50, les années 60, les années 70, les années 80, les années 90 et après, en fait, on constate combien on change de monde en termes de capacité à jouer son rôle en tant que citoyen. C'est-à-dire que le diplôme, c'est un des marqueurs qui nous permet de comprendre que nos citoyens, les citoyens qu'on a en face de nous, sont de plus en plus armés pour comprendre ce que c'est que la société, ce que sont que les enjeux dans la société. Et donc, si on n'y fait pas attention, si on ne se rend pas compte de ça, on ne comprend pas un hiatus qui est en train de, enfin, qui percute aujourd'hui le rapport entre les citoyens et les élus. C'est que dans la tête de beaucoup trop d'élus, il y a encore cette idée que les citoyens n'auraient pas le niveau, qu'il faut leur expliquer. J'ai pas sorti la phrase de Nicolas Perruchot, ancien président LR du Loiret, si je me souviens bien, qui disait non mais de toute façon les citoyens ils ont pas, il faut leur parler comme s'ils étaient en CE2. Comment dire? Aujourd'hui, on est largement au-delà. C'est-à-dire que des diplômés du supérieur, c'est plus de 40%. Des bacheliers, c'est 19%. Des titulaires d'un diplôme du secondaire, c'est 20%. Des sans diplômes, dans les générations récentes, c'est à peine 1 sur 10, alors qu'ils étaient plus de 50% dans les générations nées avant-guerre. Et ça va continuer, parce que cette génération, vous pouvez vous dire, mais attendez, il y a un problème, c'est parce qu'elle est encore en études. Et donc, vraisemblablement qu'elle va ressembler à celle-ci plutôt qu'à celle-là. Et donc, dites-vous bien que les jeunes qu'on a en face de nous sont des jeunes qui sont armés pour comprendre le monde et sa complexité. Et ils sont armés, même s'ils ne passent pas le bac, parce qu'ils auront été confrontés aux études secondaires. Et alors, parfois, ça se passe pas bien hein, dans l'école, on le sait. Mais mine de rien, gardons bien en tête que jamais on a eu de citoyens autant capables de jouer leur rôle et que, du coup, les jeunes générations sont encore mieux armées que les générations déjà là. Et ça va continuer. Et donc, effectivement, mais peut-être que les dispositifs d'association des citoyens, peut-être que les conventions citoyennes, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que, mine de rien, ça nous raconte des histoires et ça nous montre que des citoyens sont capables de jouer leur rôle. Alors, le rapport à la politique des jeunes. Ben, on entend le pire, hein. On entend ben, ils ont pas confiance. On entend, on entend qu'en plus ils seraient juste intéressés par eux-mêmes et pas par les choses publiques, et puis ils seraient pas très très compétents, qu'ils comprennent rien. Typiquement, c'est tout le discours déploratif qu'on peut avoir sur la question des réseaux sociaux et du lien à TikTok, par exemple. Souvenons-nous que on a bien entendu ça
pendant les européennes et les législatives, cette idée que Jordan Bardella est particulièrement fort, il a particulièrement de followers sur TikTok, et en fait, TikTok, c'est vraiment de la mauvaise politique parce que c'est juste de l'image, c'est pas du fond, etc., etc. Bon, ça existe. Il y a effectivement une jeunesse qui vote RN. On- je vous raconterai ça, je vous montrerai ça tout à la fin. Mais il n'empêche que c'est un petit peu rapide. Hein, cette question-là, si les jeunes ne votaient que sur TikTok, ben, vraisemblablement que le RN aurait une majorité des voix aujourd'hui. Mais c'est surtout que derrière, ça pose des questions sur ce qu'on pense des citoyens et ce qu'on pense des jeunes. Et ce qu'on pense notamment de la défiance. C'est-à-dire que si on se dit les jeunes n'ont plus confiance dans les élites, n'ont plus confiance dans les élus, n'ont plus confiance dans les institutions, est-ce que c'est nécessairement un défaut d'intégration? Est-ce que c'est nécessairement qu'ils seraient de mauvais citoyens? Déjà, en fait, on se rend compte que la défiance, le fait de ne pas avoir confiance, c'est peut être un signe de bonne santé démocratique. C'est comme ça d'ailleurs que la démocratie américaine s'est construite, dans la méfiance des pouvoirs. Et c'est comme ça qu'on se rend compte que émergent notamment des citoyens critiques parce que justement, ils ont bien compris un certain nombre de choses. Parce que justement, la manière dont on s'adresse à eux, dont on les a éduqués, ne leur convient pas. Ne pas avoir confiance, par exemple, dans des élus, est-ce que c'est nécessairement une mauvaise chose dès lors que vous êtes, du coup, vous suivez de près ce qu'ils font et comment ils le font? De la même façon, la jeunesse, elle est très souvent vue selon une logique de compétence politique. C'est-à-dire qu'ils ne seraient pas forcément informés, qu'ils ne connaîtraient pas trop. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ils ne connaissent pas, par exemple, qui est Valéry Giscard d'Estaing. Moi, mes étudiants, et à Sciences Po, quand je leur dis manger des pommes, ils ne comprennent pas la blague. Mais c'est normal. C'est normal parce que, effectivement, ce n'est pas leur monde et c'est pas leur jeunesse. C'est ma jeunesse. Effectivement, biberonner au guignol de l'info, ça aide pas. Et puis, c'est encore une fois oublier qu'il y a une mobilisation, notamment à travers le diplôme, et que, ben, effectivement, quand on est jeune, il faut apprendre des choses. Il faut comprendre ce qui se passe. Il faut savoir qui est où, etc. Et en fait, j'ai l'impression qu'une fois qu'ils se lancent, ils savent parfaitement le faire. Et donc, quand on commence à regarder, notamment le rapport à la politique selon les classes d'âge, donc 60 ans et plus, ça va être notamment les boomers. 45-59, c'est plutôt les post-baby boomers. Et puis on avait suffisamment de jeunes. On avait des 18-29 et les 30-44. Et c'est une enquête qui date de 2018-2019. On constate que les boomers, ils sont particuliers. Effectivement, ils sont très intéressés par la politique. Ils considèrent que la politique, c'est important. Ils s'informent en politique. Ils sont satisfaits de son fonctionnement, enfin, plus que les autres. Et puis progressivement, en fait, vous constatez quand même que oui, d'accord, euh, les boomers semblent être toujours un peu au-dessus, mais eux aussi sont touchés par la défiance. C'est pas un truc nécessairement uniquement de jeunes. Par exemple, sur le Parlement, mais vous n'avez que 39% des plus de 60 ans, des 60 ans et plus, qui vous disent qu'ils ont confiance dans le Parlement. Alors, c'est un quart chez les plus jeunes. La confiance dans le gouvernement, à l'époque, c'était les premiers gouvernements macronistes, ben voilà, il y a quand même une faible confiance. Confiance dans les partis, très faible. Et donc, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas tant que ça de différence entre les classes d'âge. Et voire même que, en fait, c'est pas simplement les jeunes. Hein, les jeunes ne sont pas très, très différents, notamment des classes d'âge actives, sur pas mal de questions. Ici, voire même sur la politique, c'est quelque chose d'important. Ils sont plus proches de leurs grands-parents que de leurs parents. Donc, effectivement, penser que les jeunes sont nécessairement des citoyens qui auraient des problèmes d'intégration, qui, quelque part, seraient différents, ben, en fait, c'est l'ensemble de la société qui est touché. Et donc, c'est ça qui devrait nous interroger et nous inquiéter. Encore que, on y revient. Et puis, il y a une histoire que je tiens à rappeler et qui, du coup, nous raconte quelque chose d'important. Ça fait longtemps qu'on travaille sur ces questions de compétences. Hein, c'est quelque chose, est-ce que les citoyens ont le niveau pour jouer leur rôle? Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans les travaux de Bourdieu dans les années 70, dans les travaux des sociologues américains des années 50-60. Et ce qui souvent ressortait de ces travaux, c'était que
on se retrouvait avec une minorité de gens appelés sophistiqués, sophisticated, de citoyens considérés comme compétents, qui en gros étaient capables de situer les partis, qui étaient capables de s'intéresser à la politique, d'utiliser des concepts, etc. Ils sont minoritaires. Et il y a une large majorité de citoyens qu'on dit ordinaires, mais c'est encore un mot anglais, hein, ça veut dire ordinary, de citoyens, les hommes de la rue, les hommes et les femmes de la rue, qui, en gros, auraient moins de compétences, de capacités. Et ça, pendant longtemps, ça a donné des pages et des pages entières, et des livres entiers, qui visaient à dire que, bon, ben, en fait, si les citoyens ne sont pas compétents, ben, il vaut mieux que ce soit des élus qui décident pour eux. Il vaut mieux, euh, il vaut mieux quelque part qu'on les laisse choisir des candidats et qu'après, on laisse les candidats réfléchir. Et ça va avec ce que Bourdieu appelait la logique de remise de soi. C'est-à-dire que, OK, on vote pour que quelqu'un décide à notre place parce qu'on ne se sent pas forcément compétent pour faire ça. Et ce qui est assez frappant, c'est que ces logiques, c'était notamment des logiques sociales et de génération. C'est-à-dire que c'était notamment les femmes qui avaient plus tendance à dire ça que les hommes. C'était les peu diplômés par rapport aux diplômés. C'était les ouvriers, les employés par rapport aux cadres. C'était les jeunes par rapport aux classes d'âge actives. Et donc, c'est assez terrible cette histoire parce que ça voudrait dire que la démocratie, ça passe par les élites, ça passe pas par les citoyens. Mais il y avait déjà des gens bizarres. Il y avait déjà des gens, et relevés notamment par mes collègues Michelin et Simon en 1982, à un moment où moi j'étais vraiment très très jeune. Hein, j'étais à l'école primaire Jules Ferry à Sainte, cette époque, qui nous dit, ben, non, non, mais attendez, c'est plus compliqué. On a, ce que j'appelle maintenant des autodidactes, des gens qui viennent à la politique autrement que par le diplôme, qui viennent à la politique par l'expérience professionnelle, par les collectifs de recherche, de travail, pardon, par les syndicats. Et donc, ils vont être super intéressants, ceux-là, parce que c'est ceux qui vont permettre notamment de mobiliser dans les catégories populaires, qui vont permettre de diffuser des valeurs, etc., etc. Et donc, une fois qu'on a ça, on pourrait se dire, OK, va se produire cette élévation du niveau de diplôme, et donc peut-être que ça va créer beaucoup plus de citoyens sophistiqués, de citoyens qui effectivement vont être en capacité de jouer leur rôle. Parce que faire des études, aller au collège, au lycée, à l'université, c'est effectivement devenir enfin, acquérir des compétences, acquérir des capacités qui nous permettent d'être des meilleurs citoyens. Et c'est effectivement un truc qu'on va voir notamment arriver dans les générations du baby-boom. On voit effectivement de plus en plus de citoyens diplômés intéressés par la politique et qui du coup, expliquent pourquoi on se retrouve avec ce genre ce genre de haut niveau en termes d'information, en termes d'intérêt, etc. Mais c'est pas ce qui se passe dans les générations qui suivent. Et là, ça nous raconte quelque chose. C'est ce que j'appelle la citoyenneté distante. Dans les générations qui arrivent derrière, c'est-à-dire années 60, nées dans les années 60, 70, 80, 90 et maintenant années 2000, on constate que l'élévation du niveau de diplôme ne va pas avec une acceptation de la politique telle qu'elle est. En fait, on se retrouve dans une situation où parce qu'ils sont compétents, parce qu'ils sont capables de réfléchir, parce qu'ils ont des capacités cognitives, eh bien, ils en arrivent à ne plus accepter la politique telle qu'elle est. Et ça, c'est quelque chose de typiquement français, qui n'existe pas, notamment en Allemagne, qui n'existe pas dans les pays scandinaves, qui par contre existe aux États-Unis, existe au Royaume-Uni, existe en Espagne. On se retrouve dans une situation où, parce qu'on est diplômé, on s'éloigne de la politique parce qu'elle ne nous convient plus. Et c'est ce que ça donne avec ce graphique-là, et qui nous raconte quelque chose d'extrêmement important, et qui nous permet de comprendre une partie de ce qui est en train de se passer. On a effectivement ici des gens diplômés du supérieur qui se disent intéressés par la politique. On les retrouve un peu partout, dans toutes les générations, y compris dans les générations récentes. On voit l'impact de l'élévation du niveau de diplôme qui fait que progressivement, les citoyens peu diplômés, peu intéressés, ceux qu'on pourrait considérer comme des citoyens ordinaires, sont de moins en moins nombreux. En revanche, nos autodidactes, ces peu diplômés mais qui se mobilisent par autre chose, sont en train de sortir du jeu. Et les distants, ceux qui sont à la fois diplômés et pas intéressés, deviennent le groupe le plus important. Et ces distants, ils ont un rapport aux politiques bien particulier.
c'est distant, c'est plus des citoyens sur qui on peut compter pour aller voter, pour soutenir des partis, pour être dans une logique de délégation, dans la logique qui va avec la démocratie représentative telle qu'elle fonctionne en France. Ils sont parfaitement capables, bon là je vais vous faire, parce qu'il faut quand même que j'avance, hein, je suis désolé. Thierry Adonis m'avait dit 1 heure, donc j'essaie de tenir. Ils sont parfaitement capables de traiter de l'information, ils savent situer les partis, les candidats, ils savent répondre à des questions complexes. Simplement, ce sont des citoyens à qui on ne l'a fait plus, et notamment, c'est particulièrement vrai chez les plus jeunes. Je vous ai recensé les gens qui se disent proches d'un parti, les gens qui disent voter de manière systématique, les gens qui disent avoir confiance dans le gouvernement. Quel que soit votre âge, si vous êtes un citoyen sophistiqué, vous avez plutôt tendance à avoir confiance dans le Parlement. Vous avez tendance à plutôt être des votants systématiques. Vous êtes plutôt proche d'un parti. Si vous êtes un autodidacte, ça marche un peu pareil. Mais les distants, ils sont moins dans le lien avec les partis, ils sont moins dans le vote systématique, c'est les grilles, hein, les distants. Et ils sont clairement pas dans la confiance. Et surtout, c'est de plus en plus fort à mesure que le renouvellement générationnel s'opère. C'est-à-dire que c'est déjà impressionnant parmi les 45-59 ans dont je suis, mais c'est impressionnant aussi parmi les 30-44, et c'est encore plus fort parmi les 18-29. Autrement dit, on va vers une jeunesse qui ne se sent pas proche d'un parti, peut voter, mais pas de manière systématique, ça va dépendre des élections, on va y revenir, et surtout, qui clairement a un problème avec la politique telle qu'elle se fait. Alors, ça marche avec la confiance envers le gouvernement, mais ça marche avec le Parlement. En fait, c'est la démocratie représentative qui est remise en question. Ça ne veut pas dire que ces citoyens sont perdus pour l'ensemble de la politique. Ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement centrés sur eux-mêmes, qu'ils ne participent plus, qu'ils ne pensent qu'à eux, qu'ils ne s'intéressent pas au collectif, etc. Non. En fait, effectivement, les outils classiques de la participation, et notamment de ce qu'on appelle la participation conventionnelle, notamment le vote, sont touchés directement par ces transformations, et notamment particulièrement chez les jeunes. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'utilisent pas d'autres moyens pour s'exprimer. Et donc, c'est en fait se tromper que de penser que s'il y a un problème de participation chez les jeunes, ça serait une crise civique. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il fut un temps, et c'est encore le discours qu'on entend régulièrement, ah là là, typiquement lors des législatives, vous avez près d'un moins de 30 ans sur 2 qui ne s'est pas déplacé aux urnes. Et donc, ah là là, c'est un défaut d'intégration, ils pensent qu'à eux-mêmes, tout ça, tout ça. Si c'était que ça, on pourrait se dire que ça va passer. C'est effectivement les théories que pouvait défendre notamment ma collègue Anne Muxel quand elle parlait d'un moratoire politique. Elle disait qu'effectivement, dans les années de jeunesse, les gens, les principaux concernés ne savent pas encore exactement où ils sont d'un point de vue de gauche, de droite. Ils ne savent pas trop où ils sont d'un point de vue de est-ce que je vais voter, pas voter, à quoi ça sert, etc. Et à mesure qu'on franchit les étapes qui devraient amener vers l'âge adulte, fin des études, implantation dans un endroit, contrat, mise en couple, arrivée des enfants, etc., etc. À mesure que les étapes sont franchies, ils deviendraient des bons citoyens. En gros, c'est un mauvais moment à passer. Ça, c'est une explication, mais elle suffit plus. Elle suffit plus parce qu'en fait, derrière, c'est aussi une remise en question du vote en tant qu'acte de délégation. En France particulièrement, c'est pas le cas dans d'autres démocraties. Mais en France particulièrement, quand on vote, on élit. On ne choisit pas nécessairement. Choisir, ça passerait par exemple par des référendums. En vote, on élit et voire même, et on l'a bien vu en 2024, on fait barrage. C'est-à-dire qu'on vote contre. C'est-à-dire qu'on ne, ça ne veut pas forcément dire qu'on s'en remet à un élu et on le suit aveuglément. Et ça, c'est un vrai souci, c'est un vrai clash de perception entre la classe politique française telle qu'elle agit aujourd'hui et les citoyens de l'autre côté. Ce d'autant plus, et Ingelhardt, celui qui parlait déjà de mobilisation cognitive, qui mettait en avant l'importance du renouvellement générationnel, de l'élévation du niveau de diplôme, Ingelhardt disait, attention, le vote, c'est un type de participation bien particulier.
effectivement, on le centralise, effectivement, on le symbolise, effectivement, on l'apprend aux enfants très tôt. Notamment au primaire, vous pouvez désormais voter pour des délégués de classe. Mais c'est ce que Gellhardt appelle de la Elite Directed Participation, de la participation dirigée par les élites. C'est-à-dire qu'on fait du vote, en fait, c'est le moment où on dit aux citoyens, voilà, c'est là où vous devez participer, et vous devez participer en mettant un bulletin dans une urne. Point final. Une fois que c'est fait, on passe à autre chose. Cette conception de la participation, elle est datée. Et elle fonctionne de moins en moins parce que, et Engelhardt, pas ce bus-là, Engelhardt le racontait déjà à propos des générations du baby-boom. Engelhardt montrait déjà que ces générations nées dans les années 40 et 50, qui devenaient adultes dans les années 60-70, étaient en train de transformer la participation, notamment à travers les manifestations, à travers les pétitions, à travers des nouvelles formes d'action collective, et déjà remettaient en question le vote comme acte central de la participation. Eh bien, ça ne s'est pas arrangé avec l'âge. Ça ne s'est pas arrangé à mesure qu'on avance dans le temps. Et donc, effectivement, plutôt que de se dire, attention, le vote, ça ne va pas, il y a un vrai problème, il faut se dire, mais attendez, c'est parce que les gens participent aussi différemment, en utilisant d'autres moyens d'action et en se mobilisant autrement, et notamment à travers le secteur associatif, j'y reviens. Bon, donc reprenons le vote. Participation, ben, ce qu'on constate, alors, c'est le taux de participation, le taux d'abstention dans toutes les élections sous la Ve République, sauf les cantonales/départementales. Elles sont compliquées, il y a des variations en fonction de est-ce que elles sont couplées avec d'autres élections ou pas. Bref, c'est un peu le bazar. Mais en attendant, vous avez la présidentielle, vous avez les législatives, vous avez vu ce retour en arrière en termes d'abstention, ça c'est impressionnant. Vous avez les municipales, alors là vous voyez l'augmentation très forte en 2021, mais c'est le Covid. Vous avez les européennes et vous avez les régionales. Et ce qui est intéressant, c'est que on passe d'un monde dans lequel les gens votaient quelles que soient les questions qu'on leur posait, que ce soit des municipales, des législatives ou des présidentielles. Ça votait de manière constante. À mesure qu'on se rapproche de notre temps présent, ce qu'on constate, c'est que le vote devient de plus en plus contextuel, va dépendre de l'élection. Quand on prend la présidentielle, par exemple, il est difficile de se dire il y a une augmentation continue de l'abstention. C'est pas vrai. Il y a des retours en arrière. Et puis, objectivement, même en 2022, on est à ce niveau-là. C'est c'est à la fois beaucoup et pas tant que ça quand on le compare à d'autres élections, notamment la présidentielle américaine ou d'autres élections législatives dans d'autres pays. Mais surtout, ce qui est frappant, c'est que ça dépend beaucoup du type d'élection. Jusqu'à 2021, ben, les élections municipales, ça mobilisait. Les législatives, ça mobilisait de moins en moins, sauf en 2024, parce que là, cette fois-ci, le pouvoir est en jeu. Donc, en fait, on se rend compte que ce qui est frappant, c'est pas tant qu'il y ait de plus en plus d'abstentionnistes systématiques, mais qu'en fait, les votants deviennent des votants intermittents. C'est-à-dire qu'ils se déplacent à certaines élections et pas à d'autres. Et donc, en fait, on se retrouve dans une situation où si on veut vraiment analyser ce que c'est que le rapport au vote, il faut suivre une typologie élaborée par François Héran, le démographe devenu professeur au Collège de France, qui a essayé, à partir des enquêtes participation de l'INSEE, de regarder qui vote pas à différents scrutins et réussir à distinguer trois blocs: les abstentionnistes systématiques, ceux qui ne se sont pas déplacés ni au scrutin présidentiel ni au scrutin législatif, les votants constants qui se déplacent tout le temps, et les votants intermittents. Et là, on a une histoire super intéressante qui nous raconte effectivement ces histoires de génération et qui vont faire mal en fait. Donc, on est en 2002, 2007, 2012, 2017, 2022. Je distingue les gens selon leurs années de naissance. En noir, c'est grosso modo les générations d'avant-guerre. En bleu, c'est les générations du baby-boom. En jaune, c'est les générations que j'appelle des post-baby-boom. Et en rouge, de nouveau nos jeunes, nos millennials. Et il y a une histoire qui, quand même, doit nous frapper. C'est que, en fait, les générations, elles ne bougent pas tant que ça en 20 ans, entre 2002 et 2022. C'est-à-dire que si vous voyez, ça monte et ça descend en fonction des élections, mais il n'y a pas beaucoup de variations. En fait, c'est là où on voit qu'il y a des effets de génération. C'est-à-dire que typiquement, ma génération,
1968-77 arrive à la présidentielle en 95-2002, on est ici. Depuis lors, on participe un peu plus, on a un peu plus de votants constants, mais ça bouge pas tant que ça. Et on reste en deçà de nos aînés de 68, de 58-67 et en deçà de nos parents, de nos parents. Donc en fait, il faut bien avoir en tête que le rapport au vote, c'est désormais un truc institué. Et ma génération, là, ben, pour un certain nombre d'entre nous, on atteint la cinquantaine d'années désormais, hein. J'aimerais bien me considérer forever young, hein, toujours jeune, mais c'est pas vrai. Voilà. Désormais, je suis un daron, quoi. Et donc, l'histoire est la suivante. Le rapport au vote, c'est une question de génération. Et surtout, le truc le plus transformant, c'est que il y a des générations du vote constant, mais à mesure que les générations apparaissent, elles le sont de moins en moins. Ça ne veut pas dire qu'elles ne votent pas, mais elles votent à certains moments et pas à d'autres. Et donc, en fait, on va de plus en plus vers de l'intermittence du vote. On va de plus en plus vers des moments soit de mobilisation, soit de démobilisation. C'est fini l'idée que le vote constant, c'est quelque chose sur lequel on peut compter. Et puis, il y a des effets d'âge. Et je sais, vous avez probablement déjà remarqué cette énorme progression. Mais cette énorme progression, elle nous raconte effectivement l'effet du grand âge et ce que ça produit en termes de rapport au vote. C'est-à-dire que si des gens qui sont nés en 1927 et avant, donc qui en 2022 ne sont pas loin d'atteindre la centaine d'années, sont des abstentionnistes systématiques, c'est parce qu'objectivement, ils ont plus enfin, ils ne peuvent plus voter, quoi. Et c'est en train de toucher la génération derrière. Voilà. Donc, en résumé, si les jeunes ne votent pas, c'est pas que les jeunes, c'est aussi leurs parents. Et surtout, c'est pas parce qu'ils sont jeunes. C'est-à-dire que l'histoire, c'est que vraisemblablement, le rapport au vote risque de rester le même euh, tout au long de leur carrière électorale. Et donc, ça veut très clairement dire que si on ne change pas notre manière de consulter les gens, eh bien, effectivement, on va aller vers des urnes de plus en plus vides et surtout qui vont être de plus en plus biaisées. Et ça, c'est quelque chose de très troublant. C'est ce que j'appelle la grande démission. Certains vont peut-être entendu parler de ça. Et cette grande émission, elle nous montre comment de plus en plus des individus sortent du vote. Et c'est pas nécessairement parce qu'ils n'ont pas d'avis. C'est pas nécessairement parce qu'ils ne sont pas intéressés par la politique en général, mais parce que la politique partisane, la politique traditionnelle ne leur convient plus. Et c'est particulièrement vrai dans les jeunes générations. Quand on peut analyser, donc là, en gros, c'est la proportion de gens qui votent à toutes les élections, selon qu'on est un baby Assez haut, ça. boomer, selon qu'on est né avant-guerre, selon qu'on est un post-baby boomer, ou selon qu'on est un millennials, donc né en 80 et après. Selon notre profession, notre ancienne profession, notre niveau de diplôme ou notre revenu. Et ce qui est frappant, c'est que les boomers continuent à être très souvent des votants constants, même parmi les ouvriers, les employés, même parmi les plus pauvres, c'est là, ou même parmi les peu diplômés. Alors naturellement, si vous êtes cadre, diplômé du supérieur et riche, là, vous êtes en haut de l'histoire. Mais dans ma génération, on constate systématiquement une baisse de la constance du vote. Et dans la génération qui suit, c'est encore pire. Et ce qui est assez frappant, c'est que ça touche des individus qui jusque-là étaient considérés comme plutôt des électeurs constants, les plus riches, les plus diplômés, les cadres. Les cadres millennials s'avèrent moins constants dans leur vote que des ouvriers et des employés. Les diplômés du supérieur millennials sont moins constants dans leur vote que des diplômés du primaire. Les riches du millennials sont moins votants constants que les plus pauvres des boomers. Et là, il se passe quelque chose. Et là, ça doit nous inquiéter. Ça doit nous inquiéter parce qu'en fait, il y a un double décrochage. Il fut un temps, quand on réfléchissait aux abstentionnistes, on disait que c'était des sans-avis. C'est fini. En fait, le décrochage qu'on constate notamment chez les plus pauvres, chez les ouvriers, les employés, catégories populaires, c'est un décrochage de rejet de l'ensemble de l'offre politique. Le RN nous dit régulièrement, regardez, la moitié des ouvriers qui ont voté pour moi. Je suis le parti des ouvriers. À ceci près que, en fait, ceux qui ont voté représentent 50% de la catégorie des ouvriers.
Donc en fait, l'histoire qu'on a tendance à complètement oublier, c'est que la moitié des ouvriers actifs dans notre pays ne se mobilisent pas, y compris pour une législative. Et donc, en fait, c'est un rejet de l'ensemble de l'offre politique, RN et gauche comprises. Mais c'est aussi quelque chose qu'on retrouve chez les diplômés du supérieur. Les diplômés du supérieur, du coup, leur rejet du vote est un rejet qui va passer par voter, ça suffit plus. Il faut passer par autre chose. On va passer par. Et de fait, c'est des virtuoses de la participation. Et en fait, pour comprendre ce qui se passe, c'est que le vote ne leur suffit plus, ils utilisent d'autres moyens d'agir, et notamment par la protestation, notamment par l'utilisation de la manif, de la pétition. Et donc, en fait, on est face à des citoyens qui exercent leur citoyenneté de moins en moins uniquement à travers l'urne, mais de plus en plus à travers plein d'autres moyens d'action, notamment la manif, notamment la pétition. Et donc, je vous ai fait ici une analyse en typologie. Et donc, c'est des typologies de citoyenneté active ou non active. Et c'est des trucs qu'il faut avoir, qui peuvent nous permettre de comprendre ce qui se passe et pourquoi, notamment, les urnes sont de plus en plus problématiques de ce point de vue-là. On a des non-participants. C'est les lignes bleues. Les non-participants, c'est des gens qui, au mieux, votent parfois, et n'ont jamais manifesté, jamais pétitionné, donc jamais pris part à une action collective. Les électeurs, en rouge, ce sont des gens qui disent voter systématiquement, mais refusent les pétitions, les moyens d'action protestataires, les manifs. Les protestataires, c'est des gens qui manifestent, pétitionnent, protestent et parfois votent. Et enfin, on a les multiparticipants, les polyparticipants, qui eux utilisent tous les moyens d'action. C'est des votants systématiques, c'est des gens qui utilisent la pétition, qui utilisent la manif, qui protestent, etc. Et ce qu'on constate, par exemple, quand je vous disais que, alors c'est des données qui datent de 2018, mais on constate, par exemple, que les multiparticipants, c'est les générations du baby boom. C'est-à-dire qu'elles utilisent tous les moyens d'action et elles le font plutôt bien. Cette modalité-là est plus faible à mesure qu'on se rapproche des jeunes d'aujourd'hui. Il y en a, hein, c'est des virtuoses, ils sont capables de tout faire, mais ils sont moins nombreux. Ce qui caractérise ces générations-là, c'est très clairement, de plus en plus, le lien à la protestation et de moins en moins le lien au vote. Et à côté de ça, on a des cohortes d'électeurs purs qui sont en train de sortir du jeu. Et donc, ça rend les choses compliquées pour les élus, parce que ça veut tout simplement dire qu'on est face à des gens qui votent moins, mais protestent plus, et qui se contentent plus nécessairement de l'urne pour sceller l'histoire. Et ce qui est quand même assez inquiétant, c'est qu'on constate quand même un nombre conséquent de non-participants dans les jeunes générations. Et c'est particulièrement vrai dans cette cohorte, on est dans les années 90. Alors, c'est parce qu'elle est en début de période, hein, peut-être, ils vont prendre le pli par la suite. Mais on constate que ces non-participants, on les retrouve très souvent dans les territoires, très souvent dans les quartiers politiques de la ville, très souvent parmi les moins diplômés de ces générations, et très souvent parmi les ni en études ni en emploi. Et ça, ce qui m'inquiète, en fait, c'est que il fut un temps, leurs équivalents sociologiques, eh bien, ils étaient mobilisés par le monde du travail, ils étaient mobilisés par les collectifs, ils étaient mobilisés par les, les syndicats. Mais eux, non. Et ce qui est très troublant et probablement inquiétant, c'est que ces silencieux-là, on les entend pas, on les voit pas dans les mouvements sociaux, on les voit pas dans les urnes, et donc du coup, on les entend pas. Et on les prend pas en compte, et c'est un vrai souci, ce d'autant plus quand on regarde notamment les travaux, je pense à ceux de Tom Chevalier, quand on regarde notamment ce qui se passe dans les jeunesses en Suède, par exemple, ou au Danemark, on se rend compte que ça n'existe pas, ça. C'est-à-dire qu'il y a des politiques de jeunesse, notamment des politiques de jeunesse qui incitent à l'autonomie, qui font confiance, qui aboutissent à ce qui est beaucoup moins silencieux. Et donc là, ça doit nous interroger collectivement. Alors, juste pour terminer, parce que je crois que j'ai beaucoup parlé, qu'il est déjà 17h08 et que vous voulez quand même poser des questions, je suis sûr, il faut quand même se dire aussi que la jeunesse, elle est mobilisée d'autres façons, et notamment dans le monde associatif.
Et on a tendance à oublier ça. On a tendance à penser que participer à un comité des fêtes, c'est peut-être être un moins bon citoyen que mettre un bulletin dans une urne. Mais c'est probablement pas ce qui se passe. On se rend quand même compte que les 16-24 ans, les 25-44 sont quand même assez fortement présents dans les assos. Et particulièrement chez les 16-24. Ils sont bénévoles, ils participent, ils se mobilisent. Et donc, mine de rien, c'est peut-être pas eux qu'il faudrait regarder et déplorer. C'est peut-être nous, hein. Mais c'est aussi possiblement parce que il y a des cycles de vie. Il y a des capacités, des moments où effectivement, on peut donner du temps à des associations de différents types parce que on est plus disponible, parce qu'on n'a pas à gérer les enfants, parce que on est moins dans le travail, parce que effectivement, on retrouve du pouvoir d'agir, parce qu'on retrouve du temps. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. On ne parlerai pas du coup des logiques électorales, mais c'est pas si grave. J'espère que c'était enfin, que c'était intéressant quand même. Moi, je disais donc que nos sociétés où le mode de société dans lequel on vit, nous en France en particulier, est-ce qu'on n'aurait pas, on va dire, misé sur l'homme avec l'homme qui se regarde de nombril, l'individualisme de l'homme, sa nature profonde, pour justement en négliger. Vous entendu la question? Alors, ouais, je crois que j'en ai entendu une bonne partie, donc j'espère que je vais pouvoir répondre. Oui, bien sûr qu'il y a il y a effectivement une montée en puissance de, d'une forme d'individuation, pas nécessairement d'individualisme, mais d'individuation, où effectivement, aujourd'hui, vous avez un ensemble idéologique qui est très, très attaché à la liberté des individus dans leur manière de vivre, dans leur sexualité, dans leur manière de faire famille, etc., etc. Mais le truc intéressant, c'est qu'il y a effectivement de l'individualisme, et notamment c'est le côté un peu chacun pour soi, et dans le même temps, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de communs, beaucoup de réseaux de solidarité qui se mettent en place, d'envie de travailler ensemble. Et donc, c'est euh, euh, à ne voir que l'individualisme, on oublie qu'il y a quand même plein de gens qui réussissent à travailler ensemble, à vouloir le faire. Et typiquement, c'est tout ce qui marche autour des missions locales, quoi. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tous des professionnels payés pour faire ce job. Vous avez envie de faire quelque chose, vous vous engagez. Et typiquement, les élus locaux, par exemple, sont très différents des élus nationaux parce qu'un élu local, ça gagne pas sa vie à être un élu. Hein. Et donc, c'est des formes d'engagement, des formes de mobilisation qui montrent bien qu'on n'a pas fini avec la volonté de travailler ensemble. Donc, ce qui par contre est compliqué, c'est que du coup, on peut se retrouver dans des formes d'anomie. Et c'est particulièrement vrai chez certains publics jeunes, hein. Les ni en études ni en emploi, dont on sait qu'il est extrêmement dur de les mobiliser, dont on sait qu'il est extrêmement dur de les insérer dans des collectifs, mais parce que effectivement, il n'y a pas forcément les structures pour les accompagner, et c'est un peu pour ça que vous existez. Voilà. J'espère que c'était la bonne réponse à la question. Ça, c'est la bonne réponse, c'est très clair en tout cas. Fabienne, sans une question? Écoutez bien. Alors, moi, je me suis demandé, vous avez parlé des non-participants, on trouve principalement dans les territoires et des banlieues. Donc, ce sont des individus qu'on n'entend pas. En quoi c'est problématique? En quoi ça pose problème, de façon générale, dans la société? Alors, ça pose un problème parce que du coup, on en entendra d'autres. Typiquement, je pense que dans les questions de jeunesse, par exemple, si vous vous souvenez, par exemple, des manifestations pour le climat, on les a bien entendues parce que effectivement, c'est des jeunes qui d'abord avaient des ressources parce que quand on a plusieurs travaux qui ont montré la sociologie de ces jeunes mobilisés pour le climat, c'était notamment des enfants de classe moyenne, classe supérieure, des lycéens insérés donc dans un suivi d'études classiques, qui en plus vivaient dans les grandes villes, donc en plus avaient beaucoup plus de chances d'être visibles. Vous voyez, typiquement.
c'est déjà plus compliqué d'être visible quand vous appartenez au quartier. Vous voyez, des mobilisations dans les quartiers sont moins visibles, sont moins audibles, sont moins entendables. Et puis, les silencieux, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques sociales, ils n'ont pas le même rapport à l'emploi, voire même ils n'ont pas le même type d'emploi, voire même ils n'ont pas d'emploi, et on ne les entend pas. Et ça, c'est très ennuyeux parce que derrière, on rate quelque chose et on rate vraisemblablement euh, des, euh, des nécessités d'action. Je m'explique. Des ouvriers, des employés, on en a encore dans les générations qui arrivent, on en a même, enfin, ils représentent quand même un gros bloc. Mais ce qui est frappant, c'est que les ouvriers, les employés millennials, et, nés dans les années 60-70, se mobilisent moins que leurs alter ego du baby-boom. Et alors même qu'ils se reprennent de plein fouet les transformations du monde du travail, la précarisation, les CDD à répétition, les emplois atypiques, comme le dit l'INSEE, ils se prennent de plein fouet les plans sociaux, ils se prennent de plein fouet l'individualisation des conditions de travail, et on ne peut pas les entendre. Et c'est typiquement quelque chose qui doit nous interroger, y compris dans la souffrance au travail. Vous voyez, c'est typiquement ces types d'emplois, et même si on prend, là je vous avais pris les ouvriers, mais prenons les assistantes maternelles, prenons les employés, notamment en charge du care, hein, les, les assistantes de vie, etc., etc. Ce sont des salariés dont les conditions de travail sont extrêmement dures, et dans le même temps, elles ne sont pas défendues. Elles ne sont pas défendues parce que les syndicats réussissent pas à les atteindre, parce qu'effectivement, il n'y a quasiment pas de collectif dans lequel on peut se politiser. Et donc, effectivement, on les entend pas. Par contre, on en entendra d'autres qui prendront la place, et c'est normal. C'est le jeu classique de l'attention, hein. Dans les médias, vous avez un temps limité, les responsables politiques ont un temps limité. Mais donc, ne pas regarder ces jeunesses, ne pas regarder ces salariés, ne pas regarder ces territoires, c'est du coup ne pas se rendre compte de leur souffrance. C'est ça qui m'ennuie profondément. Mais, je ne sais pas si certains étaient là au moment où Clément Reversé faisait sa conférence, notamment à Bellevue, au lycée à moi. Et Clément disait qu'il y avait dans les jeunes des territoires ruraux, des jeunes qui s'en sortaient très 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 bien. Effectivement, parce que pas besoin de faire des études, ils ont le réseau, la réputation qui leur permet de bien vivre, de vivre avec la bande, de rester dans le territoire et d'y être heureux. Il y en a d'autres qui vivent pas bien. Il y en a d'autres qui clairement ont un mal de chien à trouver un job parce qu'ils n'ont pas la bonne réputation, parce qu'ils n'ont pas les bons réseaux, parce qu'ils n'ont pas les bons diplômes, et on ne les entend pas. Et ça, c'est troublant. Et en fait, c'est tout l'enjeu, mais y compris du non-recours. On sait que parmi tous ceux qui pourraient prétendre au RSA, qui pourraient prétendre à des formations, qui pourraient prétendre à des dispositifs de soutien, il y a un nombre considérable de gens qui ne viennent pas parce qu'ils ne sont pas touchés. Et donc, c'est typiquement, ça ne veut pas dire que quand ils viennent, vous ne faites pas le boulot, mais quand vous avez des jeunes qui viennent dans une mission locale, c'est cool, vous pouvez vraiment les accompagner et il y a un gros travail à faire. Mais qu'est-ce qu'on fait de tous ceux qu'on a ratés? Et ça, j'ai pas de réponse, hein. Je ne sais pas comment on fait. Mais très clairement, on en rate. Et donc, réussir à les détecter, c'est un enjeu social et politique et citoyen. On a une autre question? Oui, bonjour. Moi, j'ai une question par rapport au mode d'expression, que ce soit le vote pour les générations plus âgées, les manifestations pour les plus jeunes. S'il n'y a pas de répondant, s'il n'y a pas de réponse, quelle que soit la forme d'expression, on va où? Est-ce qu'on va vers une radicalisation? Est-ce qu'on va... Enfin, voilà, vers où ça peut aller? Je crois qu'on va aller mal. On va aller mal. Et effectivement, ça faisait partie de la dernière partie que j'ai pas pu vous raconter, mais effectivement, c'est quand même très frappant de se dire que des citoyens se mobilisent d'une certaine manière pour envoyer un message. Typiquement, et alors là, dans la circonscription, vous le savez bien, hein, plus
l'état politique du second tour et de à combien s'est joué les voix, les voix à la dernière législative, vous savez bien que du coup, il y a quand même un nombre conséquent de gens qui ont voté contre et pas voté pour, et qui ne sont pas nécessairement entendus. Et ça, c'est un des vrais soucis parce qu'on ne peut pas continuer à faire de la politique comme ça. C'est typiquement aussi, alors là, c'est les voies des législatives, mais rappelons-nous de ce qui s'est passé sur les conventions citoyennes. Les conventions citoyennes sont pour moi l'exemple typique de les citoyens ont le niveau. C'est-à-dire que, bon, c'est pas une représentation complètement aléatoire de la société, hein. Il y a des gens qui ont accepté, d'autres qui ont refusé, etc. Mais il n'empêche que les conventionnels pour le climat, pour la fin de vie, etc., sont des citoyens qui, a priori, n'étaient pas des spécialistes de ces questions, qui se retrouvent à travailler ensemble, à être confrontés à des experts, à réfléchir, à poser le pour et le contre et à arriver à des bonnes décisions. Enfin, voilà, leurs préconisations font sens. Enfin, c'est pas n'importe quoi, c'est pas complètement à côté de la plaque. Et qu'est-ce qu'on fait de ces conventionnels? Rien. Et là, ça pose une question de culture politique, c'est-à-dire que quelque part, c'est pas les jeunes le problème, c'est certains élus, pas tous, hein, mais certains élus, et les conceptions que ces élus se font de leur rôle et de leur et de la capacité des citoyens à jouer le leur. Dans d'autres pays, par exemple, euh, vous avez, je pense à la Belgique, désormais, dans les différents parlements belges, vous avez des conventions citoyennes et d'élus ensemble. En France, on sait que ce dispositif n'a pas été voulu parce qu'on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Il y a les élus qui savent et puis il y a les citoyens de base. Et donc, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Et donc, du coup, derrière, ça nous raconte quelque chose des citoyens et surtout de la conception que s'en font les élus. Même chose sur les cahiers de doléances. Est-ce qu'on réfléchit à ce que ça impliquait, les cahiers de doléances? Ces grands débats citoyens, puis les cahiers de doléances, les gens qui se sont déplacés en mairie pour raconter, pour se mobiliser, en plus symboliquement, c'était une belle histoire, hein, les cahiers de doléances. Le fait que ces cahiers ne soient toujours pas accessibles, uniquement sur certaines conditions, et qu'il n'y ait toujours pas eu un travail de synthèse fait par le gouvernement et des conclusions qui en sont tirées, nous raconte aussi quelque chose du mépris quelque part des citoyens. Et puis, rappelons-nous enfin de 2005. C'est rare quand même dans un pays qu'un référendum arrive à une majorité qui soit remise en question par la voie parlementaire. Bon, soyons clairs, hein, moi j'ai voté oui, hein. Bon, donc, mais c'est quand même extrêmement étonnant, ce d'autant plus que dans d'autres pays, en revanche, je pense à l'Irlande. Alors l'Irlande, quand ils font des conventions citoyennes, eh ben, ça va à un référendum et étonnamment, ça passe. En Irlande, quand on dit non à un traité européen, OK, il y a un round de négociation, et puis de nouveau, on repropose le texte, et là, souvent, ça finit en oui. C'est-à-dire que quand on fait confiance aux citoyens, on s'en tient. Donc, on est aujourd'hui dans un moment où la démocratie française devrait se réformer, mais simplement, cette grande émission dont je parlais, elle touche certains partis plus que d'autres. Et objectivement, vous êtes les républicains en ce moment, vous n'avez aucune envie que ça change. Effectivement, vous en tirez plutôt bien. Vous avez 47 députés, mais vous avez un Premier ministre, des ministres, etc. Donc, pourquoi changer une politique qui fonctionne bien pour eux? En revanche, ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est qu'ils sont notamment appuyés beaucoup sur les électeurs conservateurs du baby-boom, mais à un moment, eux aussi, ils vont partir. Quand on regarde depuis un sacré bout de temps l'implantation en termes de classe d'âge de l'électorat des Républicains, ils font des scores mais pitoyables chez les moins de 50 ans. Et quand je dis pitoyable, c'est moins de 10%, quoi, voire en dessous encore. Autrement dit, ce parti n'est pas un parti d'avenir, mais qui pour l'instant est au pouvoir et n'est pas incité à changer. Il le devrait parce que de fait, eux pour l'instant, ils sont moins touchés par la grande démission, mais ça va finir par arriver. D'autres partis devraient vraiment se réformer. Et c'est notamment la gauche. La gauche perd doublement, hein, quand il s'agit de la grande démission. Elle perd les catégories populaires, elle perd les jeunes diplômés, et en fait, elle pourrait faire mieux, mais simplement parce qu'elle est ce qu'elle est, parce qu'elle a son histoire et son organisation, elle ne réussit pas à se réformer. Et là, ça pose une vraie question. Parce que c'est même pas une question de est-ce que c'est la gauche, la droite qui doit l'emporter, c'est la capacité collective que nos urnes
représente bien la société française. Or, aujourd'hui, ce qu'on constate, et c'est particulièrement vrai pour les jeunes générations, c'est que les urnes, enfin, les électeurs ne représentent plus les citoyens. Et ça, c'est un vrai enjeu. Et c'est un vrai problème de légitimité qui dépasse largement la question de la jeunesse, mais que la jeunesse permet d'aborder. Ouais, on pourrait aussi, maintenant, qui encourage un peu le bon, on met les gens un petit peu dans les gaz sur des dispositifs auxquels les gens n'ont pas du tout envie d'adhérer. Et donc, c'est des dispositifs, des objectifs, des choses comme ça, sont générateurs d'exclusion. Parce qu'au bout d'un moment, alors je Tout à fait. non, hein, dire qu'on a un objectif de 300 personnes dans tel dispositif, alors qu'on accompagne 2500 jeunes, ben, je ne suis pas seulement mathématique, mais c'est peut-être 200 exclus, une grande majorité. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué dans notre quotidien pour donner du sens, mais c'est compliqué pour le faire entendre dans le pouvoir public. Donc, c'est pas moi qui pose la question, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y en a tout au fond. Oh. Dans mes possibilités, bien sûr, c'est moi. Oui, donc ça va là, pas trop de temps. Donc, oui, moi, je partage Très beaucoup de bien. choses. Vous entendez, je partage beaucoup de choses sur ce que vous dites sur le dysfonctionnement entre la politique et les citoyens et les jeunes. Vous avez parlé à un moment donné du vote délégataire. Il y avait une des parties, enfin, ce que j'ai compris, c'est par rapport au vote, c'est qu'il est considéré, enfin, il est délégataire. Et donc, c'est la question du pouvoir. C'est-à-dire qu'on donne son pouvoir pour organiser la société, pour organiser sa propre vie. Donc, il y a un problème de la représentativité, enfin la démocratie représentative. Donc, on a beaucoup parlé aussi ces dernières années de développer la démocratie directe, vous en avez parlé des conventions citoyennes, etc. En fait, ça concerne qu'un petit panel de gens, les conventions. Hein. Alors, moi, je pense que c'est un problème, c'est pas quelques élus, c'est un problème de système. Donc, pour que la politique se transforme, je pense qu'il faut transformer les institutions. Et donc, je pense vraiment qu'il faut une assemblée constituante. Il faut tout refonder. Et ça nous fera changer tous. Et d'avoir une construction collective d'une nouvelle constitution, une construction populaire, pas une petite élite dans un coin qui se met à écrire une constitution pour le bon peuple. Non, non, avec des députés constituants qui se font, les cahiers de doléances, je veux dire, qui sont prêts, les gens se recueillent les aides, qui construisent notre manière d'être. Je pense que c'est ça, et enfin, c'est la solution, parce que après, les partis ne sont pas éternels, hein, les partis. Hein. S'ils ne se réforment pas, ils vont mourir. Il y en a qui sont en train de mourir, d'ailleurs. On meurt l'attente en ce moment, c'est un rapport. Voilà. Merci donc pour cette non-question, mais pour cette réflexion. Allez, Saint-Jean, à vous, une question derrière. Ah oui, il faut que je réagisse quand même. Je n'y a pas de question. Ouais, je veux bien réagir. Je pense qu'effectivement, il y a différentes manières de faire démocratie. Et effectivement, la démocratie, la Cinquième République est une démocratie bien particulière. C'est une démocratie effectivement représentative, mais qu'on ne devrait pas appeler représentative dans le sens représentativité, mais élective. Et c'est l'adjectif qui compte. C'est-à-dire que la démocratie, elle passe par les élus. Et elle passe en plus par un pouvoir exécutif fort. N'oublions pas que le président français a beaucoup plus de pouvoir que son homologue américain. Voilà, la démocratie américaine, elle passe notamment par l'équilibre des pouvoirs. Les pouvoirs peuvent s'arrêter, se contrecarrer les uns les autres. En France, notamment quand il n'y a pas de, cohabitation ou quand l'Assemblée nationale est dans la même couleur que le président, c'est juste impressionnant. Alors du coup, ça donne l'idée d'une démocratie extrêmement efficace, mais qui représente très mal. Alors vraisemblablement que les choses seraient différentes si on avait un système de représentation proportionnelle, parce que de fait, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où un président peut être élu avec une minorité des voix, et
Et quel que soit le président, imaginons si Marine Le Pen était passée, elle aurait été élue avec une minorité des voix au premier tour. Jean-Luc Mélenchon, pareil. Et c'est surtout que ça pose la vraie question de l'association des citoyens. Et ça ne veut pas dire que les citoyens veulent être systématiquement systématiquement des citoyens, parce qu'en tant qu'individu, eh bien, on a des choses à faire au travail, on a des choses à faire en famille, on a d'autres sphères de notre vie que la vie politique. Donc, c'est ce qui du coup rend la participation aux dispositifs locaux compliquée. Mais c'est la possibilité d'exister en tant que citoyen sur des enjeux importants. C'est la possibilité d'être consulté. C'est aussi la possibilité d'avoir un autre type de rapport aux élus. Il existe dans différents États américains des référendums révocatoires, où effectivement, à partir d'un nombre conséquent de signatures obtenues, vous pouvez demander la révocation d'un élu. C'est très rarement allé jusqu'au bout, et donc il y a très rarement eu des référendums révocatoires qui ont fonctionné, mais de fait, ça crée un rapport différent entre l'élu et ses représentés. Et donc c'est plutôt intéressant. Et puis derrière, un des soucis en France, c'est que voter en France, c'est effectivement déléguer, c'est élire. C'est typiquement ce que ça donne au primaire, au collège, au lycée. On élit un délégué, c'est le délégué qui va quelque part parler au nom d'eux. On n'apprend pas, par exemple, à débattre et à voter sur des enjeux particuliers, par exemple, sur le règlement intérieur, sur d'autres trucs. On n'apprend pas à choisir, notamment à travers des référendums. Et puis, juste pour revenir aux questions de dispositifs participatifs, ce qui est quand même bien, il faut quand même le reconnaître, c'est qu'il y a une vraie volonté d'inventer des nouveaux dispositifs, notamment de mobiliser des jeunes, de faire en sorte qu'on les aide à prendre pied, on les aide à former des citoyens et à prendre conscience de leur capacité d'agir, de réfléchir, et c'est super intéressant. À ceci près que on reste encore dans des institutions qui ont une fâcheuse tendance à voir l'éducation citoyenne comme une éducation verticale. En gros, on apprend des règles, on n'apprend pas nécessairement ce pouvoir d'agir. Et ça doit nous interroger parce que dans d'autres systèmes scolaires, ça existe. Dans d'autres systèmes scolaires, on fait en sorte que les enfants, puis ensuite les adolescents, apprennent à débattre, apprennent à comprendre leur point de vue, le point de vue des autres et à argumenter, à comprendre effectivement que la société, c'est plus compliqué, et surtout à avoir plus envie de prendre part, quels que soient nos résultats scolaires. Et en plus, en France, on se retrouve avec ce truc où les bons citoyens, c'est les bons élèves. Donc, en plus, c'est assez horrible. Voilà. Donc il y a plein de choses à faire, il y a plein de biais, mais effectivement, collectivement, il y a une imagination incroyable. Donc il faut qu'on continue. Saint-Jean, allô, Saint-Jean. Ah, il y en a qui sont toilettes, attends. Alors, je sais pas si on a d'autres questions. Thomas, Non plus. Oui, nous n'avons plus de questions. moi j'en ai encore. Non, mais vas-y. Bonjour, et si d'abord, je suis très content de pouvoir te parler parce que je trouvais l'actualité de ta réaction après le vote absolument essentielle dans le paysage politique français, dans la nécessité immédiate. Je voudrais faire un ensemble d'observations qui va arriver à ma question. Je suis obligé d'en passer par là parce que je voudrais aussi te donner l'opportunité d'avoir un regard croisé dans ce sujet aussi. Moi, je fais un ensemble d'observations de fond qui peut-être explique ce à quoi on est en train d'arriver, c'est-à-dire que la Constitution, la 5e, elle est, moi je pense, constructive que générative. Donc, ça pose des questions l'idée du capitalisme d'État comme immédiateté de sublimation de la violence de laquelle on sortait. Mais quand on regarde les tendances de fond historiennes, moi, je n'arrête pas d'être frappé par la constance des dynamiques de ce que j'estime être 4 indicateurs de fond. C'est qu'à partir des années 50, 60, je suis très content que tu reviennes tout à l'heure sur les travaux de la société américaine des c'est que moi, je vois 4 indicateurs, mais qui sont les déterminants pour tout le reste. C'est hyperinflation, parce que sur endettement, on a une augmentation du prix des devises qui produit en fait une accaparation du capital, donc une non-redistribution au niveau sociologique. On voit une montée croisée de l'hyperinflation.
Et on voit une urbanisation de l'exode rural. Donc, avec ces niveaux-là, on voit bien qu'il y a un rôle de ce que j'appelle la citadélisation, hein, le fameux mot de Mélenchon, des zones. Et on voit que malgré le fait que cette cybernétique qui s'en est développée et qui n'a jamais produit autant de richesses, on regarde la démographie, le rôle des infrastructures après le colonialisme dans la population mondiale, on n'a jamais créé autant de vie, autant de richesses. Mais parallèlement à ça, on voit cet effet pervers de canalisation, de mortification et d'acculturation. On voit qu'on se retrouve directement derrière dans un effondrement de la natalité en Occident. Et donc, ma question finale, c'est est-ce que c'est pas plus un problème de rapport du politique qui est devenu politicien au génératif plus qu'aux générations, c'est-à-dire cette espèce d'hyper-cortexification de la représentation du réel avec la sophistication, tout ça, le jeu visuel, la dissociation cognitive, la cybernétique, on n'a jamais été autant lettré, voilà. Mais on essentialise au lieu d'avoir le rapport à l'intrinsèque. Et moi, ce que j'observe, c'est que cette tendance, j'ai l'impression de la voir avec le colonialisme, depuis qu'on a inventé la lettre de change et l'interfaçage international avec la. Mais parallèlement, on voit que l'idée même de la valeur, la génération monétaire, c'est-à-dire le consensus de rotation de la valeur de livre, hein, de faire comme on veut, c'est devenu un privilège et qui, pour moi, explique cet effondrement politicien, le fait qu'on ait perdu en fait cette notion de service de la mandature et qu'il y a tous ces effets de ségrégation d'alerte. Et du coup, je voulais vraiment. Je vais avoir du mal à répondre à tout ça. C'est effectivement, enfin, c'est des réflexions qui dépassent un peu le sociologue, parce que du coup, là, on part du côté du citoyen, des réflexions plus globales. Et donc, je m'éloigne des données. Donc, dès lors que je m'éloigne des données, je m'inquiète, parce que ça permet de. Enfin, c'est aussi ma manière de faire, de faire mes interventions, que de rester sur des dimensions sur lesquelles j'ai des billes. Alors, on peut les interpréter, les remettre en question, mais j'ai des billes. Mais il n'empêche que je pense qu'effectivement, on est face à des évolutions macro qu'il est essentiel de comprendre, et qui dépassent même, enfin, qui dépassent nos capacités d'action individuelles, mais qui, mine de rien, peuvent nous aider à moins faire de conneries, quoi. Quand je dis ça, c'est que typiquement, voilà, quand on réfléchit par exemple aux enjeux climatiques, le dérèglement climatique, ça, si on n'y fait pas gaffe, bah, les riches n'auront aucun souci avec le dérèglement climatique. C'est-à-dire que s'il s'agit d'acheter une grosse Tesla, s'il s'agit d'acheter une capacité de climatiser sa baraque, etc., ça va aller pour eux, hein. Et donc, effectivement, derrière, ça pose la question de notre place collective et de notre capacité collective à faire société. Ça pose la question de notre capacité, effectivement, à faire émerger d'autres manières de réfléchir, d'agir, de faire commun. Et c'est un vrai enjeu, parce que derrière, effectivement, c'est pas du tout les débats qu'on entend suffisamment. C'est pas du tout la manière dont on cadre. Et c'est là où effectivement il y a une forme d'aveuglement face à des phénomènes qui nous dépassent, qui me sidère. Hein, typiquement, quand on nous parle de l'écologie comme étant par exemple quelque chose de purement punitif, c'est oublier que l'écologie, c'est aussi des inégalités sociales. C'est avant tout des inégalités sociales. C'est des questions de qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Et donc, effectivement, je pense qu'on est là dans un moment dont on entend régulièrement parler, de crise du capitalisme, de crise de ce système qui, du coup, se nourrit de lui-même avec l'idée de la technologie qui va tous nous sauver, ou même à la Elon Musk, de dire mais non, mais on va devenir multiplanétaire, comme ça ira mieux. Et sérieux, enfin, ça pose une vraie question d'essoufflement et des ressources et des capacités de production et de à quoi on sert et enfin, voilà. Donc, je ne peux pas répondre à tout, mais j'ai bien noté. Et ça va turbuler. Je n'aurai pas les enquêtes pour. Mais bon. Alors, vas-y. Oui.
Bonjour, c'est pas une question, c'est juste que bonjour, on fait. Je sais pas si on m'entend. Oui. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Je disais que c'est pas vraiment une question, c'est juste que beaucoup on fait un peu écho à un bouquin qui m'a été conseillé par un jeune sur Sois jeune et tais-toi. Vous avez dû en entendre parler de Salomé. Ah oui. Et c'est vrai que je voulais en parler parce que il y a plein de témoignages de jeunes qui parlent de leur quotidien, de leur investissement au niveau citoyen et tout ça. Et c'est vrai que dans tous vos propos, ça fait pas mal écho à ce livre. Et c'est vrai que j'en fais un peu de pub. Et vous avez entièrement raison. Je trouve que c'est un bouquin qui a l'avantage, effectivement, à la fois de montrer encore tous ces discours très déploratifs, très inquiets sur la jeunesse, et une réalité enfin, des réalités de jeunes très différents qui, en fait, sont sacrément mieux armés que beaucoup d'entre nous et beaucoup d'adultes. Donc, non, non, c'est très bien ce qu'elle a fait, Salomé Saket-Sopot. Ah ouais, ça donnait du baume au cœur à certains jeunes qui étaient un petit peu, des fois, ils avaient perdu le moral, on va dire. Non, mais en plus, ces jeunes, vous en croisez vraisemblablement, moi ça m'arrive, mais ouais, typiquement ces jeunes qui partent en service civique et qui font juste un travail de dingue, pour en plus des piles et des cacahuètes, quoi. C'est vraiment super important. Enfin, il y a des énergies diverses, variées dans des domaines incroyables. Enfin, moi j'ai très confiance dans les jeunes. On est tout d'accord là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Appelle venir dedans. Alors, par contre, moi, c'est vraiment que des amis. Je suis comme des censures. Bon, ben, on a un peu de temps, donc je vais un peu. Qu'est-ce que tu penses comme critère déterminant du fait que la génération clé, on voit, donc tu parlais des types de mobilisation par rapport à la pouvoir, mais c'est le pouvoir de faire. Je veux dire, la question de fond, c'est la naturalité. Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, le vrai citoyen, moi je suis d'accord. C'est que il y a aussi dans déclaration la nature contractuelle de la génération et du partage de la valeur, quel que soit le concept qu'on partage. Et donc là où je voulais en venir, c'est la génération de l'exode rural. Est-ce que pour toi, en tant que sociologue, elle est aussi déterminément marquée par le fait d'être aussi des enfants de familles nombreuses qui avaient déjà un rapport naturel à la fratrie, à l'État et à la vie du village d'exemple, comme incarnation du politique immédiat. Parce que moi, c'est ça que je retrouve dans le fond du front vraiment populaire, mais indestructible de la démocratie directe, et qui a tendance à être. J'ai pas entendu la fin. Coupé. Ça a coupé. La fin, Je c'était. suis désolé. Ouais, ça va là. La fin. Là, c'est bon, tu m'entends? Ouais, là, ça va. Je pense qu'il faut pas arrêter parce que sinon, voilà, ça baisse et ça descend, c'est compliqué. Ça marche. Je disais, est-ce que pour toi, en tant que sociologue, il y a un lien entre l'expérience de familles nombreuses de la génération baby boomer et l'incarnation immédiate à l'attente nationale réelle qui est la démocratie directe? Il y a un phénomène irrationnel par le représentativisme, la dégradation de la sincérité. Ça y est, là. Je le répète. Ok. Alors, si j'ai bien compris, mais parce qu'il y a encore eu des hauts débats dans le, c'est probablement, enfin, c'est le micro qui marche pas bien. Je pense qu'il y a un lien effectivement très fort qui se joue entre les structures familiales et les valeurs qui vont avec. Effectivement, quelque part, une des histoires du baby boom, et notamment à la fois dans la
production des modèles et dans la contestation des modèles, ça se joue notamment dans le rapport au père, la place de la mère, le rôle qu'on donnait aux enfants. Et ça, et quelque part, bah, souvent, on voit le baby boom aujourd'hui comme on parle des boomers comme étant des gens nécessairement en retrait, qui veulent conserver, etc. Il y en a effectivement, on entend régulièrement, mais les transformations des modèles familiaux, elles viennent aussi de cette génération du baby boom. C'est-à-dire que, et là aussi on retrouve Engelhardt, hein, quand Engelhardt parle de la montée de la défiance, il parle aussi de la contestation des parents, et notamment du père, du prêtre, du politique, etc. Et donc, c'est aussi d'autres manières de faire famille. Et vraisemblablement qu'il se passe des choses super intéressantes quand on réfléchit à la manière dont s'organise la discussion autour d'une table familiale. Et donc, je pense que beaucoup de choses sont en train de bouger aussi à travers ça. Et, typiquement sur les questions de rapport à l'homosexualité, de rapport à l'immigration. Ça passe par cette capacité des petits-enfants et des enfants à peser sur les adultes, à faire de ce qu'on appelle de la socialisation inversée, et vraisemblablement que du coup, ça transforme beaucoup de choses. Et donc, heu, les familles restent effectivement des unités sociologiques super importantes et super intéressantes parce que vraisemblablement, entre les styles d'éducation, la démocratie ou l'autoritarisme qui se cachent dans ces relations-là, beaucoup de choses se mixent. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Ouais. J'ai entendu juste une petite partie de votre propos. Très intéressant, je vous remercie. Rose, en tout cas, je pense qu'il était bon, on peut regretter ou déplorer ou mettre que le nombre d'élus ici présents soit aussi faible. On a eu des excuses, beaucoup d'excuses, des gens qui étaient intéressés par cette intervention et contraints par leurs obligations n'ont pas pu se déplacer. Là, ce que je voudrais dire, c'est que j'espère que les 4 qui étaient là, en tous les cas, sauront retenir la leçon. C'est pas une leçon, mais s'interrogeront ce propos, s'interrogeront, ils savent le faire déjà. Mais qu'est-ce qui fait famille? Qu'est-ce qui fait jeunesse? Comme l'on doute pour la jeunesse. Et c'est toujours d'ailleurs des gens beaucoup plus âgés, enfin plus âgés, alors ils ont le savoir, l'expérience, effectivement, et je sais ce que je dis, mais qui décident ou qui parlent ou qui se substituent à la jeunesse. Un petit peu embêtant. Là, ce que je veux dire, c'est que les missions locales sont là pour raison, autant encore j'espère. Voilà, pour cette crise à la mission locale qui est ici présent, hein, mon directeur, la mission locale est là pour accompagner les jeunes, pour essayer justement de développer ce esprit tendance citoyenne, pour que je sois des jeunes dans leur manière, mais j'en suis pas sûr de nous assez vite parfois, assez autre, où je suis à la fois inquiet, comme vous l'avez dit, parce que je pense qu'il faut l'être, et puis justement, voilà, il y a un virage un peu critique, mais j'ai une grande confiance en jeunesse, d'où qu'elle vienne, et je pense que continuer à miser sur cette jeunesse qui est fascinante, époustouflante, j'ai dit encore dernièrement lors de jury par rapport à la présentation des projets et tout ça, j'ai époustouflé et du coup je me suis senti rassuré. Alors c'est pas tout le monde, c'est pas tous, mais je pense qu'il faut l'habitude de dire que nos jeunes, nous qui sommes plus âgés, on les aime pas au moins parce que ils nous envoient l'image justement de personnes plus âgées, de plus vieillies et qui n'est pas dans l'air du temps. Mais en fait, il faut les porter, les aider et leur apprendre mon âge, mais je pense aussi que nous, si on écoute, si on fait attention, on a beaucoup à apprendre de cette jeunesse qui n'est, même si elle se comporte comme on voudrait qu'elle se comporte, et
c'est pas si mal en fait, même très bien. Merci. Merci. J'ai commencé à lire Les Enchantés et je vais continuer parce que c'est quelque chose qui m'interpelle, m'intéresse et je conseille beaucoup. Enfin, je ne connais plus la lecture, mais de se pencher sur cet ouvrage coécrit, je crois, avec et qui ouvre le décor et qui me dit attention, interrogez-vous, bougez-vous, réagissez. Merci encore. Merci beaucoup. Merci de cette occasion.